avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Moi, de mon côté, j'ai toujours eu cette envie d'enfant. Elle a jamais été, pressante ou urgente, dans le sens où, à partir du moment où j'étais ado, je me voyais quoi déjà un jour avoir des enfants, mais dans longtemps. Je serais vieux. 2, 3 même, je me disais. Plus dans le côté, je sais pas, avoir une famille, ça me paraissait normal, un peu dans le cliché, de la vie quoi. Ça fait partie des étapes à faire et pour le coup, c'est une des étapes qui me paraissait, pas la plus agréable. Après, après voilà, on a plutôt 20 ans et c'est moins pressant ou urgent, mais toujours avec, en me disant: «Un jour, j'aurai des enfants». Ça, c'est vrai que je me le suis toujours dit. Et puis, la question s'est jamais vraiment, posée sérieusement, avant justement de rencontrer Fanny où là, je me suis dit, je me vois me projeter à fonder une famille, faire des enfants avec cette personne, quoi. Selon toi, ça serait correct de dire que c'est ta rencontre avec Fanny, le couple que vous avez démarré, qui a été le déclencheur, le catalyseur de ce désir d'enfant qui était là, et puis tout à coup, tu t'es dit, Mmh. tiens, là c'est maintenant, quoi. Là, c'est... Ah oui, c'est sûr que je m'étais jamais, ouais, projeté, avec un désir d'enfant avec quelqu'un, avant Fanny. Voilà, l'envie de faire des enfants, elle est venue, par un autre biais qui était pas forcément au début, planifié. Je sais depuis toute petite, mais vraiment une certitude, je suis née pour être mère et je n'ai jamais douté de ça, jusqu'à ce que je me mette avec Thibaut. Il va être content de l'apprendre. Non, c'est que à ce moment-là, donc je suis devenue mère, spoiler alerte, il y a un bébé qui pleure à côté. Et J'ai oui, fini par changer d'avis. Du coup, quand je me suis mise avec Thibaut, il venait d'y avoir les attentats en fait au Bataclan. Donc vraiment, en plus, on s'est mis ensemble le lendemain, je crois bien que c'était ça, le lendemain des attentats. Et en fait, ça m'a, mais alors complètement coupé l'envie de devenir mère parce que j'étais, en fait, un peu dans un état de panique qui a été assez similaire et commun à beaucoup de Français, j'allais dire, mais je pense de citoyens, peu importe d'où ils viennent. C'était que je me demandais en fait dans quel monde on vivait et dans quel monde j'allais mettre au monde potentiellement des enfants. Et à ce moment-là, c'était inconcevable pour moi d'imaginer vivre dans cette peur permanente pour moi, pour les gens que j'aime, mais alors vivre dans la peur permanente pour un enfant, parce que j'arrivais bien à deviner ce lien d'attache, bon, que j'avais pas encore touché du doigt et j'étais bien en deçà de la vérité de ce qu'on pouvait ressentir à ce moment-là. Mais pour moi, c'était plus une option. Et c'est Thibaut qui avait un discours qui me plaisait bien, qui me disait, parce que outre les attentats, la violence et tout ça, il y avait aussi déjà des préoccupations écologiques et tout ça qui venaient me titiller. J'avais commencé un petit peu à tirer, tu sais, le fil rouge là qui t'emmène de plus en plus loin dans ta déconstruction et qui du coup était assez alarmant. Et Thibaut, il avait cette réflexion sur le fait qu'on ne pouvait pas laisser faire des enfants qu'à des gens qui n'auraient pas de conscience écologique et qu'il faudrait aussi que des gens qui ont envie de changer les choses, qui ont des valeurs, en tout cas qui nous plaisaient pas mal, les nôtres, puissent aussi élever des enfants dans ces valeurs-là pour potentiellement changer les choses. Donc évidemment, on n'a pas fait des enfants en les chargeant d'une mission, mais on se dit que peut-être en leur apportant des valeurs qui nous sont chères, peut-être que ça pourra rendre le monde plus beau, qui sait. Donc voilà, ça a été un petit peu les arguments qui m'ont fait changer d'avis. Ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble avec Thibaut quand on a cru que j'étais enceinte. C'était pas prévu, vraiment retard sur les règles et tout ça. Et du coup, on s'est dit, wow, enfin voilà, tout le côté, c'était pas du tout planifié, enfin, pas non plus la panique parce que, on se dit bon bah voilà, on va aller faire le test. Donc c'est vrai que déjà le fait de se dire faire un test de grossesse, ça fait même ça sonnait un peu trop adulte par rapport à à où on en était psychologiquement, puis au début de notre relation. Et il y avait mes parents
qui étaient là le week-end, enfin, qui sont arrivés au moment où le test devait se faire, quoi, où on pouvait avoir la réponse. Alors en plus, nous, financièrement, à ce moment-là, c'était pas la folie. Vraiment, je sais plus si Thibaut était au chômage, mais en tout cas, moi, je sais que je gagnais pas très bien ma vie. Je me rappelle, on était dans la voiture de mes parents derrière. Fanny, elle s'était empressée à la première occasion d'aller aux toilettes juste avant qu'on aille au resto ou je sais plus quoi d'ailleurs. En plus, bah voilà, c'était aussi une des premières fois qu'elle rencontrait mes parents. Donc c'était assez particulier quoi, comme environnement. Et en fait, il s'avérait que le test était négatif. Et vraiment, je vois passer sur le visage de Thibaut, tu sais, cette ombre de bah ok, bah cool. Merde. Il dit bah c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Hein. Et je le regarde, je fais mais t'es déçu? Et il me dit toi t'es déçu? Et on se regarde, on fait bah ouais. Bah ouais, je crois qu'en fait, je m'étais un peu projetée. Et de ce moment-là, tu sais, le moment où tu peux pas avoir cette conversation parce que t'es avec tes beaux-parents, et tu sais, tu dis vivement qu'on se retrouve tout seul là ce soir, qu'on puisse discuter de tout ça. C'est vrai que les quelques jours qu'on a eu, le fait de, je sais pas, en parler, sans dire se projeter, mais en fait y réfléchir, se dire, enfin voilà, on a vu ce test, puis on s'est dit, bah mince, en fait, je suis un peu déçu, quoi. Et ça, bah ça a ouvert grand la porte à une discussion beaucoup plus sérieuse sur, bah, est-ce qu'on le veut, est-ce qu'on le fait? Et en fait, ouais, on s'est lancé. Le mois d'après, Fanny était enceinte pour de vrai là. Bah, du coup, on a beaucoup de chance. On a réussi à avoir cette grossesse, cette vraie grossesse cette fois, très rapidement après, ce qui nous a permis de pas trop y réfléchir. Voilà, j'ai appris qu'il valait mieux pas réfléchir 100 ans sur ce genre de décision, sinon on les prend pas. L'annonce de la grossesse, comment tu l'as faite? Comment ça s'est passé? Moi, j'avais vraiment, tu sais, ce rêve de quand je serai enceinte, j'attendrai au moins un mois avant de l'annoncer à mon chéri. Je lui ferai un truc incroyable où il devra ouvrir une multitude de boîtes avant de tomber sur le test de grossesse ou que sais-je. Tu parles, genre la seconde où j'ai eu le moindre soupçon, j'étais même pas encore en retard de règles. J'ai fait un test sous ses yeux, et donc il n'y a pas vraiment eu d'effet d'annonce pour Thibaut. Sauf que ce qui était assez drôle, c'est que je ne croyais pas à ce test. Il était très, très subtil, on voyait pas très bien. Et pour moi, c'était impossible de tomber enceinte du premier coup. Et du coup, je n'y croyais pas. Et je suis allée faire un test, une prise de sang. Donc il y avait un délai avant d'avoir le retour. Et en fait, elle avait un rendez-vous, une contrainte professionnelle, je sais plus, je crois que oui d'ailleurs, elle était partie au boulot. Et le moment où la réponse était disponible, bah il y a que moi qui suis allé au labo pour aller chercher les résultats. Moi, je me rappelle aller en plus, c'était une après-midi où on avait fait une après-midi de parc avec des copains où voilà, on s'assoit dans l'herbe, on traîne, etc. Donc moi, j'étais plutôt dans une ambiance. J'étais censé être dans une ambiance apéro, détente, etc. Mais avec une arrière-pensée perpétuelle de est-ce qu'il y a un bébé, est-ce qu'il y a un bébé, est-ce qu'il y a un bébé, sans pouvoir le dire aux autres. Ouais. J'ai trouvé une excuse bidon pour aller au labo. Et puis au labo, ouais, je me rappelle de la personne qui me dit. Enfin, je lui donne le nom et puis elle me dit ouais félicitations. Oh, ok, bon et je suis ressorti un peu groggy de l'annonce. Et du coup, c'est moi qui l'ai annoncé à Fanny pour le coup en toute simplicité parce que de toute façon elle savait que j'allais chercher le test et puis j'ai pas fait traîner le truc parce qu'elle était impatiente d'avoir l'info, mais je l'ai tout de suite appelé et puis voilà, l'aventure était lancée quoi. Et nous, en fait, on était assez d'accord sur le fait de l'annoncer très tôt, en fait, aux gens qu'on aimait très fort. Parce qu'on avait cette pensée que de toute façon, si quelque chose se passait mal, on aurait besoin du soutien des gens à qui on voudrait l'annoncer. Donc, on s'est dit, nous, en fait, du moment où on attendait ce bébé, on a peut-être attendu 2-3 semaines. On l'a annoncé très, très rapidement à nos amis, aux personnes qui deviendraient les parrains et les marraines, à nos familles aussi. Et ça, pour nous, ça tombait sous le sens. Et qu'importe ce qui allait arriver, on aurait besoin d'en parler aussi avec eux s'il y avait fausse couche ou ce genre de choses-là. Donc les annonces se sont faites, c'était assez rigolo, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, donc personne ne s'y attendait évidemment. Et alors vraiment, on avait fait une vidéo qui est juste incroyable, qui nous fait verser des larmes à chaque fois. On a filmé toutes les réactions de nos proches, donc quand on leur annonçait la grossesse, donc on a tout eu. On a ceux qui nous croient pas, on a ceux qui nous demandent alors qu'on est en train de les filmer, qui nous disent mais du coup tu vas le garder ce bébé? Oui voilà, j'immortalise le moment où je t'annonce que je vais me faire avorter, c'est pas banal, hein. Et donc voilà, c'était vraiment
très très drôle et on a eu des réactions très belles de gens qui, outre le fait que ça faisait que 6 mois qu'on était ensemble, nous ont prouvé en fait qu'ils croyaient déjà très dur au fait que c'était une évidence en fait tous les deux. Voilà, on a eu beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. On était les tout premiers de nos familles, de chacun de notre côté à avoir un bébé. Les tout premiers de tous nos amis à avoir un bébé aussi. Donc c'était assez beau de compter déjà sur tous ces futurs tontons et tatas qui nous voient quotidiennement et qui allaient vraiment faire partie de la vie de ce bébé, quoi. Et alors, est-ce que tu prends conscience à ce moment-là que tu vas être papa? Non, je crois pas. Non. Je crois pas. Je crois que c'est tellement compliqué, je trouve, de se projeter là-dedans. Je pense que j'ai commencé par mettre ma casquette d'accompagnateur de grossesse. Enfin, Mmh. c'est comme ça que je me suis autonomé après, ou en tout cas avec le recul. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bah, de toute façon, là, pour l'instant, enfin, il y a 9 mois, mon rôle, c'est plutôt de prendre soin de Fanny et le bébé, on verra après, quoi. Je me voyais pas trop. Surtout quand, voilà, on va faire des échos et puis on nous dit c'est la taille d'un grain de riz. Et bon, bah, voilà, c'est un grain de riz pour l'instant. Alors j'avais vraiment beaucoup de mal à me connecter à ce bébé, tu sais, j'étais pas du tout sur les réseaux et il y avait pas beaucoup encore ce phénomène où les gens sortent des tabous et tu sais disent vraiment le fond de leurs pensées et disent des choses qu'on ressent en majorité mais qu'on n'ose pas s'avouer. Et moi, je n'arrivais pas du tout à me connecter à mon bébé. Je me disais que ça devait vraiment être une personne extraordinaire, mais que pour l'instant, ça restait qu'une idée et que c'était difficile de se projeter, c'était très abstrait. Et donc, c'était compliqué parce que moi, j'entendais plus parler des mères qui parlent à leur ventre, qui disent déjà aimer follement leur bébé, ce genre de choses. Et du coup, je me projetais déjà dans un début de maternité qui serait teinté d'un manque d'attachement, potentiellement d'une dépression postpartum, enfin, très défaitiste. Hein. Je me disais, bon, alors prépare-toi à ça, ce bébé, tu vas pas l'aimer tout de suite. Et puis je lisais des textes parce que moi, je me prépare souvent en lisant des choses un peu alarmantes, en me disant, comme ça, peut-être que tu auras que des agréables surprises. Donc, je lisais des textes qui disaient ces mères qui n'ont pas aimé leur enfant avant 1 an, ces mères qui voudraient que leur enfant ne soit jamais né et tout ça. Et je me disais, oh, mon Dieu, ça va être moi, c'est sûr, ça va être moi. J'en parlais à Thibaut, je lui disais, mais c'est sûr, sinon je l'aimerais déjà. Enfin, là, je lui disais des trucs, franchement, je le dis maintenant, mais je pensais des choses et je me disais, là, c'est en gros, je devais choisir entre sauver la vie de cet enfant ou sauver la vie de Thibaut, mais mon choix, il est fait sans aucune hésitation. Je sauve Thibaut 1000 fois, quoi. Et je culpabilisais de ressentir ça parce que je me disais, non, normalement, on est censé déjà les aimer, c'est censé déjà être les personnes les plus importantes de notre vie. Et c'était pas du tout ça, quoi. Donc, très compliqué pour moi de me projeter. C'est vraiment difficile parce que c'est d'un seul coup, il y a comme une chape de responsabilité qui arrive, quoi, où on se dit, c'est pas un engagement à la légère, quoi. On va être responsable, en tout cas, pendant un paquet d'années d'une vie. Donc, je me rappelle pas si j'arrivais à me projeter vraiment là-dedans. J'étais plus dans le waouh, et puis en fait, on commence cette aventure à deux, convaincus, en tout cas, du désir, pas de, enfin, à aucun moment j'ai eu un regret ou une peur en me disant non mais mince, tu sais, 1 ou 2 semaines après, ce qui pourrait être légitime en soi, hein, de se dire putain, on n'aurait pas fait une connerie ou autre. Ça a jamais été le cas. Non, de l'excitation en fait. Excitation, OK. Ouais, je pense que ça a rapidement prédominé. Ouais, j'ai ce souvenir un peu de vertige, de se projeter, de se dire ah, je vais devoir être responsable, quoi. Et comment se déroule, donc ce début de grossesse, mis à part le fait que tu connectes pas à ce qui devait avoir la taille d'un grain de riz ou d'un grain de raisin à ce moment-là? Ah oui, non, mais je me suis pas connectée au grain de raisin, je me suis pas connectée à la pastèque, je me suis connectée à aucune évolution du fruit à l'intérieur de mon ventre. D'accord. La grossesse se passe bien. Moi, j'avais un travail quand même un peu éprouvant à l'époque. Je travaillais avec des enfants porteurs de handicap et je travaillais en centre et à domicile avec des enfants qui étaient en fauteuil. Donc, je devais souvent les porter hors de leur fauteuil pour faire des soins dans les lits, pour les allonger, pour les coucher, pour les changer, ce genre de choses. Et ouais. Et donc, c'était un peu compliqué. Le centre spécialisé dans lequel je travaillais m'a demandé d'arrêter de travailler relativement tôt parce que ça faisait partie, en fait,
des lois. En fait, on n'a pas le droit de faire un travail physique passé je sais plus combien de mois de la grossesse. Par contre, à domicile, moi, j'étais employée directement par les familles et à cette époque-là, j'avais beaucoup de mal à m'écouter. J'avais l'impression vraiment que le confort de ces familles reposait entièrement sur mes épaules. Un peu d'égocentrisme, hein. Mais j'avais l'impression qu'en gros, elles avaient vraiment besoin de moi. On fait un duo. J'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas les lâcher. Et du coup, je me suis arrêtée de travailler très, très tard. C'est-à-dire que je crois que c'était à quasiment 8 mois de grossesse. Et il a fallu que mon médecin de famille, enfin mon médecin qui est aussi mon oncle, me menace de faire un accouchement prématuré pour que j'arrête. Il faut savoir que moi j'ai un petit frère qui est né prématuré et voilà qui en porte encore les séquelles. Donc du coup, c'était un argument qui pesait son poids. Et là, je me suis dit, malgré le fait que j'arrivais pas trop à me connecter à ce bébé, je tenais quand même à ce que ce bébé il parte avec toutes les chances dans la vie et je voulais pas moi ensuite porter le regret d'avoir fait l'effort de trop, ce genre de choses, quoi. En soi, j'ai quand même une grossesse qui s'est plutôt passée très confortablement, mais à la fin, je faisais des malaises, ce genre de choses, donc voilà, il a fallu que je m'écoute. Mais c'était difficile pour moi de rien faire de la journée, et c'est pour ça que je suis devenue illustratrice. C'est grâce à ça, c'est que je m'ennuyais et j'ai commencé à dessiner, et voilà, c'est grâce à ça. Merci le bébé. Merci la grossesse, merci le bébé. Moi, dans mon souvenir, les 3 premiers mois étaient vraiment pas simples. D'accord. Dans le sens où, bon, après c'est connu hein, que le premier trimestre c'est pas toujours le plus facile pour les femmes, physiquement ou autre. Mais là, je pense que c'était aussi d'un point de vue hormonal, c'était plus compliqué à gérer ses émotions pour elle. C'est-à-dire Moi, je l'ai vécu des fois comme étant, elle dit, oh putain, elle est dure là, ou mince. Putain, elle s'énerve rapidement, ou des trucs comme ça, ou sachant qu'on était encore un jeune couple aussi à ce moment-là. Ah C'est oui. vrai que là, ça compte aussi. Pareil, hein, j'ai pas eu de doute quant à Fanny, au désir d'enfant ou à mon amour pour elle, mais je me rappelle que les 3 mois, je me disais, oh, c'est rude quand même en fait. C'est excusez-moi les femmes, hein, mais un peu comme des règles perpétuelles de 3 mois. Hein. Y a pas de cliché, hein. Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais, non, mais hein. parfois, voilà, on va dire que parfois c'est. C'est un long SPM quoi. C'est un long. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup que je comprends. Tu vois, je suis pas en train de dire elle est cinglée ou autre. Je le comprends. Mais ça rend pas le fait de le vivre plus évident. Après, enfin voilà. Hein, j'exagère un peu, mais en fait après ça c'est on a trouvé notre rythme, elle a trouvé son rythme de grossesse, enfin je l'ai ressenti comme ça, et ensuite on était plutôt dans la préparation, et je me rappelle oui, après j'exagère, hein, c'était pas 3 mois, hein, c'était plutôt un ou 2. On m'appelait le dragon au début de ma grossesse. Et du coup, c'était assez fou. Bah, tu vois, je te parlais de moi qui sait pas dire non et tout. Et je me suis transformée en dragon sur le premier trimestre, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus rien me dire. Que à ce moment-là, j'étais devenue vraiment... tu sais, moi, j'étais tellement facile. Je disais tout le temps, j'étais assez accommodante avec tout le monde, qu'on prenait pas trop le temps de me demander, en gros, mon avis sur des trucs. Parce qu'on savait que de toute façon, j'allais pas trop saouler, quoi. Et à ce moment-là, ça m'a saoulée. Je me suis dit, et donc moi, on me consulte pas et tout ça, et j'étais devenue pas très cool. On avait fait des vacances entre potes et vraiment, je tombais sur Thibaut pour tout et n'importe quoi. Le moindre truc prenait des proportions folles, et c'était à la fois un peu fatigant, je pense, mais il y a eu des situations assez drôles. Il y a eu cette fois où je me suis mise dans un état, mais improbable de pleurs et de colère, parce qu'on rentrait de week-end et que dans la salle de bain, il y avait, je sais pas, une quinzaine de moucherons morts qui étaient posés à côté de l'évier de la salle de bain. Et je rentre dans la salle de bain et je dis à Thibaut, pourquoi il y a autant de moucherons morts dans la salle de bain? Et Thibaut, il me dit, bah, j'en sais rien, je sais pas, on va les nettoyer. Et je dis, non. Pourquoi ils sont morts? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, j'en sais rien, moi. Et j'étais là et je paniquais parce que je me disais, ça ressemblait à un rituel satanique. Ils étaient tous au même endroit, tu sais. J'avais besoin de comprendre pourquoi ils étaient morts. Et ça m'a mis... j'étais trop mal, en fait. Alors déjà, moi, j'aime pas trop... j'aime bien quand les animaux, ils sont vivants et pas morts. Et puis, je comprenais pas. Et je sais pas pourquoi ça m'a mis dans un état. Du coup, j'en pleurais. Mais tu sais, j'aurais une hystérique dans la salle de bain.
Et Thibaut qui essaie de me consoler en se moquant de moi, en rigolant dans mon dos, tu sais. Genre, il me prenait dans ses bras et en même temps, il rigolait, il pouffait dans mon épaule parce qu'il disait, mais elle est folle, elle y est, quoi. Donc voilà, genre vraiment, au niveau des hormones, vraiment, ouais, ça prenait des proportions assez folles, quoi. Et en termes je dirais tu sais, ces fameux instants là dont on parle avec les nausées en début de grossesse, les changements de comportement, d'attitude, c'est des trucs que tu as connus, toi, ou les envies de fraises, tu vois, toutes les conneries comme ça, c'est des trucs que tu as connus ou pas? Oui, alors moi, c'était les cornichons. Vraiment, passion cornichon, voilà. Et alors, maintenant, entre-temps, j'étais devenue végétarienne, mais pour ma première grossesse, je voulais manger des foies de veau. Alors, j'ai honte, Moi, j'aime bien. mais je voulais manger des foies de veau à foison. Vraiment, c'était une catastrophe. Et alors, c'est très rigolo. Mais j'ai découvert en fait l'écoute de son corps pendant ma première grossesse. J'ai toujours eu beaucoup de mal à écouter, tu sais, les symptômes que j'avais, les besoins de mon corps et tout ça. Et ma première grossesse m'a vraiment appris à me mettre à l'écoute de mon corps. Et je trouvais ça fascinant, en fait, ce truc de les envies de grossesse, en fait, qui correspondent à des carences ou à des besoins qu'on a vraiment. Donc, j'écoutais vraiment ce que mon corps me demandait. Il me demandait du foie de veau. Et je crois que le foie est chargé en fer. Et moi, j'étais anémiée plus pendant ma grossesse. Donc, c'est assez fascinant de voir comment le corps crie en fonction de ses besoins. Et voilà, en termes d'envie, c'était ça. Sinon, en termes de symptômes, c'est vrai que j'avais un peu la nausée. J'avais sincèrement rien à part cette anémie qui m'affaiblissait un peu quand même pas mal à la fin. Ah si, j'avais ce truc horrible des jambes sans repos. Je sais plus comment ça s'appelle exactement. C'est un truc, mais c'est terrible. Je peux pas décrire ce que c'est. Mais en fait, tes jambes bougent toutes seules dans ton lit. Donc, je foutais des énormes taquets à Thibaut pendant la nuit. Ah non, mais vraiment, ce symptôme, c'est un calvaire. Alors, je crois que c'est ça, c'est le syndrome des jambes sans repos. Et alors, quand j'avais tapé dans la barre de recherche Google ce que c'était, comment le faire passer et tout, c'était assez fou parce que c'était ou un des premiers symptômes de la sclérose en plaques ou un des symptômes de la grossesse. Et tout ce qui m'est arrivé pendant ma grossesse, c'est des trucs horribles, hein, genre un jour j'ai perdu la vue. Vraiment. Genre j'avais un voile et des paillettes devant les yeux pendant une demi-journée. C'est-à-dire que je ne pouvais rien faire parce que je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder mon téléphone, je ne pouvais pas regarder la télé. Et ça, c'était ou une maladie grave ou la grossesse. Genre, vraiment, il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, bon, bah, t'attends que ça passe parce qu'on te dit c'est normal, c'est la grossesse. Mais j'avais des trucs un peu chelous comme ça. Et par contre, les jambes sans repos, ça m'a vraiment pourri la vie. C'est que je ne pouvais pas m'endormir à cause de ça. Et du coup, j'ai accumulé pas mal d'heures de sommeil en moins à cause de ça. Thibaut, il devait me faire des heures de massage des pieds parce que c'était le seul truc qui me soulageait un peu, mais que dans l'instant. Mais ouais, donc vraiment ce truc-là qui est commun à pas mal de femmes pendant la grossesse, je l'ai appris après. Vraiment pas drôle du tout, quoi. J'ai toujours eu l'impression de vraiment d'être le remplaçant, quoi. Enfin, d'être sur le côté, d'accompagner. C'est pour ça que moi je m'appelle accompagnateur de grossesse parce que j'ai pas l'impression d'être acteur. Après, Fanny elle m'a souvent dit que c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on n'est pas en contrôle. C'est pas nous qui avons les contraintes, c'est pas nous qui avons les ressentis. C'est plus compliqué d'avoir, enfin, de mon point de vue, d'avoir un pied d'égalité pendant la grossesse. Enfin, il y a quand même tout le parcours qui aide. Voilà, les rendez-vous de préparation, enfin les échos, les rendez-vous de contrôle. Enfin, à chaque fois, voilà, on discute avec le professionnel, on comprend ce qui se passe. Donc, on est dans une phase d'apprentissage aussi. On apprend plein de nouveaux mots, de nouveaux termes, qui est assez sympa aussi. Une autre intimité qui se développe aussi entre nous, je trouve. Et je pense que là, que ça soit quelques mois ou beaucoup d'années, on ouvre une autre porte en fait dans la relation quand on partage ça, cette aventure. Donc, on se découvre sous d'autres aspects aussi. Et c'est vraiment. Puis ça brise des tabous. Ouais, alors là, clairement. C'est vrai que la pudeur ou des choses comme ça, et ce qui est pas plus mal d'ailleurs, parce que je trouve que ça nous rapproche. Après, de plus en plus, je me suis senti utile. Après, moi, j'étais aussi un peu plus. Je prenais plus soin d'elle qu'elle-même.
Il y a eu un travail sur moi qui a été fait après pour apprendre à me faire passer aussi un peu avant. Mais oui, à ce moment-là, j'étais vraiment dans une vie sacrificielle. C'était pas le truc. J'étais très énervante. C'était pas la personne genre qu'est-ce qu'elle est gentille. C'était gentil et énervant. Genre elle sait pas dire non, c'est chiant. Enfin putain, exprime-toi. Apprends à dire non aux gens, c'est pénible en fait, tu vois. Et ça, pour le coup, du coup, j'ai beaucoup travaillé sur moi et maintenant je sais tellement dire non que j'illustre des livres qui s'appellent J'ai le droit de dire non. Petit instant promo. C'est ça. Mais donc du coup, ouais, c'était et ça énervait vraiment très fort Thibaut. Ça, c'était un truc. Je déménageais mes amis, mais Thibaut, ça le rendait fou. Ça le rendait fou. Et moi, je voulais tellement me sentir utile. J'avais pas en plus envie qu'on dise elle s'écoute trop. Tu sais, genre ce truc un peu bête où t'es malade, t'as 42 fièvre et tu dis non, je vais travailler parce que j'ai trop peur que les gens pensent que je suis feignante, tu vois. Donc le truc de trop s'écouter, on s'écoute jamais trop. Enfin, genre à un moment donné, si on n'est pas en mesure de le faire ou si on se sent trop fatigué ou pas en état émotionnel de faire quelque chose, on s'écoute pas trop, on s'écoute tout court, quoi. C'est cool. Et on arrivait autour de 7 mois de grossesse, avec ça lui était arrivé 2-3 fois de faire un petit malaise vagal dans le bus Ah ouais. ou d'avoir une petite douleur par-ci. Et moi, je me disais, en fait, non, désolé, mais moi, j'insistais beaucoup sur le côté, en fait, ça vaut pas le coup de mettre en danger le bébé jusqu'à un certain point. Enfin, t'es pas assise derrière un bureau, là. T'as vraiment des contraintes physiques qui pourraient créer des choses qu'on regretterait toujours, quoi. Donc, je sais que je l'ai beaucoup insisté là-dessus, un peu, ouais, un peu protecteur à ce niveau-là, mais c'est là-dessus où je me suis senti que, au moins, moi, j'avais un levier d'action. C'était sur un peu la contraindre ou en tout cas l'encourager à se ménager, quoi. Et t'es pas allé chercher des fraises en plein milieu de la nuit. C'est bon. J'ai pas trop eu ça. Hein. J'ai pas eu l'impression. Genre, non. Par contre, les massages. Ça, je suis devenu un excellent masseur de pieds en 2 grossesses là. Non, aider pour, enfin voilà, tout ce qui était les douleurs ou après, voilà, le moment où on aide à mettre les chaussettes et les chaussures ou les petites étapes comme ça. Qui font qu'on se rapproche de plus en plus aussi du réel, un déménagement pour avoir la chambre du bébé. Voilà, on se projetait aussi dans quelque chose d'assez classique en tant que néo-parents. Donc on s'est dit on va avoir un bébé, faut que le bébé il ait une chambre, quoi. Ouais. On peut trop chercher plus loin au début. Donc on a trouvé un autre appart et puis voilà, bon an mal an, on est arrivé comme ça, 8 mois, 9 mois et tout s'est bien passé, hein. Donc ça, c'était super. Enfin, moi, j'ai un bon souvenir de la grossesse à ce niveau-là. Et dans le reste de la grossesse, après, tu t'es senti comment sur la fin? Tu te sentais prête? Tu te sentais stressée? Parce que, bon, a priori, c'était quand même une certaine épreuve qui s'annonçait à toi juste avant qu'on parle de l'accouchement. Juste avant l'accouchement, tu te sentais comment? C'est marrant parce que j'avais trop hâte d'accueillir ce bébé. J'avais vraiment hâte qu'elle soit là. Et en même temps, j'avais très peur de l'accouchement et j'étais pas du tout préparée à cet accouchement. C'est-à-dire que j'y allais un peu en mode, genre apparemment je vais à l'hôpital, j'ai vu dans les films, on s'allonge, on pousse et puis après le bébé il sort, quoi. Et du coup ça a été, c'était très ambigu. Genre en même temps cette impatience folle et puis cette peur de ce qui allait se passer. J'avais très peur aussi parce que, alors moi je fais 1m54. À la base, je suis pas très épaisse. Et dans ma tête, je m'étais dit que le bébé, il passerait pas à mon bassin. Et en plus, on m'annonçait quand même un gros bébé par rapport à mon gabarit. Donc moi, j'étais persuadée que ça passerait pas et je comprenais pas qu'on me fasse pas des examens sur la taille de mon bassin pour savoir si le bébé passerait, tu vois. Donc vraiment, je me disais, mais ils sont complètement incompétents parce que je veux pas y arriver, c'est une évidence et tout le monde s'en fout, quoi, tu vois. Donc voilà. Par contre, j'étais dans une démarche, tu sais, d'un accouchement physio, sans péridurale, mais je n'étais pas du tout préparée. Je voulais me prouver des trucs. J'avais dû discuter 2-3 fois avec des gens qui m'avaient dit mère nature, voilà, tu vas réussir. Et puis la péridurale, c'est mieux de faire sans. Donc je m'étais dit, je vais faire sans. Mais je m'étais pas du tout renseignée sur quoi que ce soit, quoi. Même l'allaitement, je me disais, je vais allaiter, je crois qu'en fait, tu mets le bébé au sein, puis il tète, et puis ça se passe bien, et puis voilà, quoi. Il n'y avait pas de préparation. J'étais vraiment très naïve, quoi, à l'époque. Ma mission première et mon plus grand stress, c'était l'amener à temps à la maternité.
En gros, à partir du moment où ça commence, je vais être complètement démuni. Je me voyais démuni et spectateur de ce qui allait se passer par la suite. Il dit, toi, ton seul boulot, c'est de l'emmener auprès de gens qui vont savoir quoi faire. Je me rappelle pas avoir été stressée parce qu'en fait, je pense que Thibaut était stressé pour nous deux. Du coup, ce qui fait que, tu sais, c'est un peu ce phénomène où quand quelqu'un a peur, toi, tu as moins peur parce que tu t'es occupé à t'occuper de la peur de l'autre. Ou quand quelqu'un est super triste, toi, t'es moins triste parce que t'es occupé tu sais, à consoler l'autre. Et du coup, je pense qu'il y avait ce truc-là. Je me rappelle que mes contractions, elles ont commencé, on était dans un café avec des copains. Et c'était assez fou ce moment où on jouait aux cartes, mais moi, j'étais pas là. Vraiment, je sais pas, je posais des cartes sur la table, mais j'étais pas là parce que j'étais complètement, mon corps, il avait déjà commencé un petit peu, tu sais, ces petites vagues, mais qui étaient très difficiles à interpréter. Mais moi, je sentais qu'il se passait quelque chose et j'étais mais complètement focus sur mes sensations. Et je me rappelle, j'avais un peu un sourire benet sur le visage, genre, ah, il se passe un truc et personne n'est au courant. Et du coup, Thibaut, à un moment donné, je lui dis, bon, bah, je crois qu'il se passe un petit truc. Alors Thibaut, il se lève, tu sais, on y va. Et je dis, mais non, mais tranquille, tu sais, genre direct, il allume les trucs qui comptent les contractions, machin et tout ça. On dit au revoir à nos copains. Moi, j'étais là, genre, allez, salut, je vais devenir maman. Et Thibaut qui me tirait par la main, genre, allez, putain, vite, on va à la maison, tout ça, on va prendre les affaires et tout ça. Et puis, arrivé à la maison, moi, je lui dis, bon, alors, j'aimerais manger des patates et tout. Puis lui, il dit, mais tu déconnes, on n'a pas du tout le temps et tout. Je lui dis, non, 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 je pars pas de la maison sans avoir mangé, sans m'être douché, sans machin. Et lui était dans un état, il comprenait pas que je prenne mon temps, quoi. Il appelait la maternité, qui en plus, lui disait de prendre son temps, enfin genre on attend que les contractions soient machin, et lui il avait envie d'insulter la terre entière, genre mais il faut qu'on vienne maintenant, c'est sûr, je veux pas la coucher à la maison moi de toute façon, donc voilà, il y avait un petit peu ce truc où il était un peu stressé pour nous deux. Moi je mangeais mes patates, j'étais contente, je prenais ma douche, ça se passait bien, et surtout je trouvais ça facile parce que moi je me disais c'est ça les contractions, mais c'est bon, il y a pas de problème, tu parles. J'étais qu'au début, j'avais pas du tout cerné à quel point c'était vraiment le début et que c'était pas du tout, c'était rien du tout par rapport à ce qui m'attendait après. Donc plutôt tranquille, on s'en va, tout ça. Et puis sur le chemin déjà, on était un peu loin de la maternité, c'est ça qui angoissait Thibaut. On était à 40-45 minutes de la maternité. Et puis là, j'ai commencé à sentir les trucs qui étaient un peu plus denses. J'ai réussi ma mission, hein, je l'ai emmené à la maternité. Ah, de toute façon, c'était assez long. Hein. Ça a été assez long, le premier. Donc, Ah ouais, j'ai eu le c'est-à-dire? temps. Bon, je crois qu'en tout, elle arrivait au bout de 17 heures. Bon, c'est pas le plus long, hein, mais c'est déjà un temps assez correct quoi, pour un premier. L'accouchement, bah, une fois que de toute façon on était arrivé à la maternité, on se laissait guider un peu par les professionnels, sachant que... Ah si, l'arrivée était cocasse. Parce que, bah, en fait, il y avait personne à l'accueil. Donc on est un peu... on avance, on nous dit allez par là, et en fait on s'est retrouvé au service gériatrie. Pas la même ambiance, hein. Vraiment pas, quoi. Wow. Vraiment beaucoup plus austère, moins de couleurs, enfin pas bonne vibe ça. Donc on va vite retourner. Et puis on était aussi tombé sur, voilà, une porte entrouverte avec des cris de quelqu'un qui était en cours d'accouchement. On dit, Ah ouais. ok, on est plongé dans l'ambiance là. Ouais. Au moins vous êtes là. Au moins vous savez Au que moins, c'est bon. C'est Ouais. ici que ça se passe, quoi. Mais après, ça va. On nous a accueillis. On nous a emmenés pendant, enfin voilà, tout le pré-travail dans la chambre. Chaque truc qui m'arrivait était une découverte. On a beau nous préparer, moi j'ai perdu beaucoup de sang et je me disais oh mon Dieu mon bébé, et en fait non, c'était rien. Et puis en fait après tu sais pas ce qui est en train de t'arriver, t'as des contractions, à l'époque c'était de la douleur parce que j'essaie de combattre cette douleur, je me laissais pas entraîner sur cette vague. Ça a été complètement différent sur le deuxième accouchement, et tant mieux. Bah après, je me rappelle. Enfin voilà, j'étais DJ musique. J'étais co-assistant respiratoire. Ouais. Donc voilà, faire les bois. Le ballon, apporter de l'eau, hydrater, enfin voilà, pour le coup, à l'écoute, mais un peu, en fait, j'étais stressé je pense j'avais hâte de savoir que les 2 aillent bien, quoi. Je me rappelle de cet sentiment, quoi, où de toute façon, moi, je peux pas faire grand-chose, juste, au moins d'être sûr que Fanny et Ellie seront là toutes les 2 et aillent bien, quoi. Ça a duré
plus de 12 heures, je crois, avant que je dise à Thibaut, je suis désolée, est-ce que tu m'autorises à prendre la péridurale? C'est genre, bien sûr, j'avais besoin de son autorisation, n'importe quoi. Mais je voulais tellement pas, tu sais, je m'étais presque fait cette promesse à moi-même, il fallait que je tienne et tout ça, et j'avais peur de le décevoir, alors que pas du tout. Lui, il m'a presque supplié de la prendre à un moment donné en me disant, là, j'en peux plus de te voir comme ça, prends-la. Et je me rappelle que c'est un truc que j'ai intellectualisé très tard parce que pendant très longtemps, j'ai dit mais mon accouchement s'est super bien passé parce qu'en fait, ma fille, elle est super bien. Et c'était pour moi, c'était ça s'était bien passé. Ma fille, elle est bien. Et plus tard, en reparlant avec une copine qui a accouché cette année, qui m'a raconté son accouchement qui ressemblait beaucoup au mien et qu'elle a très mal vécu, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais très mal vécues aussi. Et la première chose, c'est que quand l'anesthésiste m'a posé la péridurale, il a eu ces mots qui sont d'une violence inouïe. Il m'a dit alors, on pensait qu'on la prendrait pas, mais de toute façon, elles finissent toutes par la prendre. Avec le recul, je me suis dit, mais c'était un homme qui me disait ça. Donc un homme qui ne connaîtra jamais l'intensité de contraction ou d'un accouchement, qui se permettait, avec un petit sourire en coin, de me dire que alors on a voulu faire la courageuse, mais de toute façon, elles disent toutes qu'elles vont pas la prendre et elles finissent toutes par la prendre. Et je trouvais ça d'une violence avec le recul, hein. Parce que le jour J, j'étais là, ah oui, c'est vrai que ça fait un peu mal. Et du coup, il m'a fait la péridurale et à ce moment-là, j'étais mais complètement infantilisée, c'est-à-dire que ben on m'expliquait tout ce que je devais faire et j'avais plus aucune sensation et ça a été super compliqué. Et encore une fois, je le dis qu'avec le recul d'aujourd'hui, parce qu'il y a encore un an, je t'aurais dit mais ça s'est bien passé et tout ça. En fait, l'accouchement était encore long à partir de ce moment-là. Et à un moment, on nous a annoncé, là, dans l'heure, votre bébé devrait être là. Il était minuit. Donc moi, j'ai fait la bêtise de commencer à envoyer 1 ou 2 messages, quoi, en disant « Ah, ça y est, ça arrive, elle sera bientôt là, etc. » Et sauf qu'après, j'envoyais plus de messages. Et je me faisais harceler par tout le monde. Donc ce qui est pas forcément évident dans le feu de l'action entre, enfin voilà, tout ce qui se passe autour, le personnel, le stress. On l'a su après, mais en fait, Ellie, elle avait le cordon enroulé plusieurs fois autour du cou, ce qui fait que quand je poussais, ça la retenait en arrière. Donc j'aurais pu pousser toute la journée, elle serait jamais sortie. Il faut savoir que j'étais dans une maternité qui vraiment nous accompagnait sur l'accouchement le plus physiologique possible et tout ça. Il me permettait de me mettre dans les positions que je voulais. J'avais une péridurale qui était déambulatoire, c'est-à-dire que je pouvais bouger et tout ça, donc c'était pas non plus le truc trop chargé pour que j'ai quand même encore des sensations et tout. Et en fait, ils m'ont laissé pousser 2 heures avant de faire venir l'obstétricien. Et en fait, il se trouve que j'étais très bien. Et en fait, quand l'obstétricien est rentré dans la pièce, j'ai perdu pied et je me suis effondrée en larmes. J'ai remonté mes genoux sous mon menton et j'ai attrapé Thibaut en pleurant et en lui disant ça devait pas se passer comme ça. C'est-à-dire qu'on est passé d'un ah bon, elle est toujours pas là, ok, bon, elle va venir plus tard, à d'un seul coup l'enfer. Genre mon corps s'est fermé et je me suis effondrée en larmes. Et à ce moment-là, je me suis dit ah oui, il y avait quelque chose que j'avais oublié de préciser, c'est qu'en fait, moi, ça faisait quelques mois que j'avais appris que je souffrais de vaginisme et que je ne l'avais pas du tout dit au personnel médical. C'était affiché nulle part dans mon dossier. Et là, je me suis retrouvée en face d'une équipe qui, je pense, me regardait comme une hystérique qui avait complètement perdu pied. Et j'étais tellement dans les sanglots que je n'arrivais pas à exprimer ce problème physiologique dont je souffrais. Et je regardais Thibaut dans les yeux et je pleurais et je voulais qu'il leur dise, mais j'arrivais pas à le formuler moi et je voulais qu'il leur dise. Et lui, il était paniqué à ce moment-là et du coup, il savait pas non plus qu'il devait leur dire ça. Et en fait, à ce moment-là, on m'a complètement infantilisée, c'est-à-dire que on a commencé à me tutoyer en me disant bon Fanny, maintenant tu te calmes. Ce bébé là, maintenant, il est en détresse, faut qu'on le sorte. Donc maintenant, en gros, tu desserres les jambes et ce bébé, on va le sortir. Et moi, à ce moment-là, on m'a dit bébé va pas bien. Et alors, ce lien d'attache que j'avais jamais eu à ce moment-là, il s'est éveillé en mode quoi, mon bébé. Et là, je me suis reprise, on va dire, et genre j'ai poussé, ce bébé est sorti. Ma petite fille Ellie, qui était en parfaite santé, qui allait très 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 bien, et qui m'a immédiatement consolée de toute cette violence en fait que je venais de subir en fait psychologique et physique, parce que du coup forcément les forceps, le fait de forcer les jambes à s'ouvrir et tout, alors que moi j'étais complètement recroquevillée sur moi-même. Et vraiment j'ai basculé de
la petite fleur qui va accoucher, tout va bien, à ces contractions tellement intenses, la déception de devoir passer par la péridurale, ce monsieur qui me dit qu'en gros, comme toutes les autres pauvres femmes qui pensent qu'elle peut, qu'elle peut surmonter cette douleur, alors qu'en fait, elle a besoin de ma petite aiguille et de moi, homme, qui vient la soulager, à de nouveau ce répit de du coup t'es plus dans la douleur et tout ça, où je me disais c'est bon, je vais le faire, il y a pas de problème, à cet obstétricien qui rentre et qui me plie sur place, je me sens complètement bouleversée et tout ça. De nouveau, il faut se reprendre. Et puis, il y a ce petit bébé qui arrive. Et puis, alors, d'un seul coup, c'est de nouveau une sorte de calme plat. Tu sais, un truc de... Tu passes des larmes, des sanglots à... Tu sais, une sorte de chant un peu grégorien qui arrive et genre, tout va bien. Ton bébé, il est là et il va super bien. Et en plus, on suivait un peu en direct l'accouchement d'à côté qui se passait à peu près d'une façon similaire au mien, et par contre qui a emmené le bébé en réanimation et tout ça. Donc nous, on avait notre bébé qui allait super bien, et en vrai, du coup, c'était la seule chose qui comptait à ce moment-là. Il y a la délivrance, il y a le bébé qui est là, et là, toutes mes émotions qui jaillissent, quoi. Je fais, c'est pas pour le cliché garçon, mais c'est vrai que je pleure très rarement. Les émotions, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai rarement l'effet larme qui vient. Mais alors là, le torrent, quoi. Ah, elle est là. Et puis, je voyais que, voilà, Fanny aussi, ça allait, bon gré mal gré. Ouais, ce sentiment de, waouh, ça y est, c'est réel. Maintenant, c'est pas juste le bébé du ventre, elle est là. C'était la première phrase que j'ai dit quand je l'ai vu sortir. Ça y est, elle est là. Avec des larmes, là, de partout. Et beaucoup de soulagement aussi à ce moment-là, quoi. Ouais. Et ça, c'est vrai que ça reste gravé, ça. Moi, j'explose de rire parce que tu sais, t'as tout qui... Alors lui, c'est parti dans les larmes, moi, c'est parti dans le rire. Je le regardais pleurer et je rigolais, j'étais heureuse et machin. Puis alors vraiment, je ne ressentais plus rien parce que dans ma crise de panique, ils avaient fait revenir l'anesthésiste qui était venu me charger à fond pour me calmer. Et l'obstétricien, lui, il avait pris une aiguille, je le montre comme ça à l'écran à Cédric, mais vous ne pourrez pas voir, comme as, pour m'anesthésier en bas. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je ne sentais plus rien. Genre, ils avaient essayé de calmer la bête, hein, vraiment. Et en fait, j'avais Ellie sur moi et j'étais toute seule ensuite avec Thibaut, Ellie et la sage-femme. Tu sais, cette sage-femme qui nous avait accompagnés pendant l'accouchement et qui, d'un seul coup, s'était retrouvée complètement mise de côté par l'obstétricien qui venait prendre un petit peu les rênes et qui, de nouveau, devait s'occuper de moi parce que l'obstétricien, il vient, il fait son truc, il part. Et elle devait de nouveau s'occuper de moi. Et là, je voyais dans ses yeux, elle était désolée pour moi. Mais vraiment, je sentais un truc... elle me disait... Donc, alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé en bas. Et là, elle m'annonçait la liste de tous les œdèmes, les machins alors que voilà j'avais. le chantier. C'est ça. J'ai appris que j'avais eu une épisiotomie, après coup, hein, évidemment. donc voilà, elle me disait les points qu'elle allait devoir me faire. Et elle m'explique qu'elle va devoir faire une révision utérine. Et ça, moi, à l'époque, je sais pas, je me dis, ok, apparemment, ça doit être normal. Mais en fait, ça, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire qu'en fait, on te met la main entière à l'intérieur pour venir gratter ton utérus pour enlever, pour être sûr qu'il ne reste pas des morceaux de placenta et compagnie. J'ai pas tous les détails, j'espère que je dis pas des grosses bêtises, mais en tout cas, voilà. Donc, ce qui est... En tout cas, en tant que patiente, je précise, en tant que patiente, c'est ce que toi, tu as compris, du moins. C'est ce que j'ai compris. Avec 4 ans de retard. C'est-à-dire que je m'étais pas préoccupée de ce que j'avais vécu. C'est quand ma copine m'expliquait ce qu'elle avait vécu avec sa révision utérine et à quel point ça avait été invasif pour elle et douloureux et compliqué émotionnellement que je me suis dit, punaise, mais en fait, oui. Et donc, moi, j'ai ce truc-là qui se passe et je lui dis, je tenais juste à m'excuser pour tout à l'heure. Quand je me suis mise à pleurer, ça me ressemble pas du tout. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé, tout ça. Et je lui dis, en fait, c'est-à-dire que moi, en fait, du coup, j'ai un vaginisme. Donc, du coup, tout ce qui est de l'ordre de l'invasion à ce niveau-là, c'est très perturbant pour moi. Et je vois la nana qui se décompose. Genre vraiment. Et elle sort de la pièce. Et là, elle me ramène tout le monde. L'obstétricien, l'anesthésiste, l'auxiliaire, l'autre sage-femme, parce que c'était 2 sages-femmes à un moment donné. Et ils viennent tous s'excuser, genre les uns après les autres, en me disant mais si on avait su, mais jamais, on aurait fait les choses de cette façon-là. Donc, c'est pour ça que je suis pas fâchée, je suis pas traumatisée, parce que j'ai l'impression qu'on est venu mettre un pansement tout de suite sur une blessure que j'avais pas encore perçue. Parce qu'on m'a considérée à ce moment-là et on m'a pas dit... Mais en même temps, il fallait le dire ou je sais pas quoi. On m'a dit, mais
mais mon Dieu, mais ça a dû être d'une violence inouïe pour vous et on est tellement désolés et tout ça. Et moi, je me disais, ah bon, ok, bah cool. Parce que pareil, j'avais pas pris la pleine mesure d'à quel point c'était important en fait et comment un vaginisme il influait sur toute ta vie sexuelle, ta vie émotionnelle, ta grossesse, ton accouchement. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris pareil bien plus tard. Donc moi, ça m'a permis tout de suite de me dire, ok, ça va, ils m'ont pas pris pour une folle et c'était le plus important. Je voulais tellement pas les déranger. Alors désolée d'avoir pleuré, d'avoir perturbé votre emploi du temps avec ma crise d'hystérie. Voilà, j'en étais là de ma déconstruction. À ce moment-là, c'était pas bien loin, mais voilà, en tout cas, un accouchement bien intense. Et quand c'est que tu l'as eu dans les bras pour la première fois, pour le coup, Ellie? Tout de suite, parce que du coup, ils ont dû s'occuper de Fanny. Il y a eu une partie soins qui était tout de suite, donc moi je me suis assis à côté pour être en visibilité, quoi. Enfin, elle a été un peu elle a été un peu sur le ventre de Fanny, mais rapidement ils ont dû passer aux soins, donc dans les 5 minutes, je l'avais sur moi à côté, quoi. En peau à peau. Et ouais, mais très impressionné en fait. C'est vraiment impressionnant. Après, ils sont tout petits, on passe notre temps à dire qu'ils sont tout petits, mais sur le moment, je me rappelle, j'étais waouh. Elle est collée sur moi là. Bon, voilà. Elle était elle est sortie plutôt propre, mais c'était ouais, vraiment. Je l'avais contre moi et puis je la montrais autant que possible pour qu'elle se concentre aussi sur Ellie qui venait d'arriver et pas forcément sur la suite de l'accouchement qui est pas forcément aussi rigolo. Ouais, pareil, ces premiers instants, bon, à son grand regret, j'ai pas eu le réflexe de prendre une photo ou une vidéo sur le moment, j'ai été plongé dans le présent. Ouais. Voilà. Alors c'est sûr que le deuxième, j'ai pas fait l'erreur, hein. Mais là, j'étais plongé dans le présent et c'est vrai que on n'a pas de souvenir des premières heures quand il est arrivé, mais elles sont gravées là dans la tête en tout cas. Et tu sais, quand je te disais, je m'étais préparée au pire, je m'étais préparée à pas aimer cet enfant, je m'étais même préparée au fait d'accepter que peut-être elle naîtrait très moche, en me disant, essaye de rester objective et tout. Et je me rappelle qu'on pose ce bébé sur moi et vraiment, je suis submergée par cette vague d'amour et ça peut paraître très cucu pour ceux qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore pu faire cette rencontre-là avec un enfant ou voilà, avec peu importe avec qui d'ailleurs, mais je crois qu'on peut ressentir ça qu'avec un enfant. Ce truc, c'est inexplicable. Et tu sais quoi? Le truc qui a été le plus fou pour moi après, quand Ellie elle a grandi et tout ça, c'est que moi de toute façon quand on m'a annoncé que j'étais enceinte d'une petite fille, j'avais fait presque le deuil d'une relation d'amour entre nous. À ce moment-là, moi, c'était très compliqué avec ma famille. C'était très compliqué avec ma maman. Et je le dis avec le recul aujourd'hui qui me permet voilà, ma maman, aujourd'hui, je l'aime et compagnie. J'ai trouvé toutes les circonstances atténuantes à tout ce qu'elle a pu dire ou faire. Mais à cette époque-là, c'était très, très, très compliqué. Et pour moi, une fille ne pouvait pas avoir une relation saine avec sa mère. Parce que c'était la seule relation que je connaissais, moi. Et donc là, j'avais ce bébé sur moi, c'était ma petite fille, et ce truc d'amour là qui te prend en pleine face et que tu ne peux pas assumer. Enfin, genre ton cœur, il est pas prêt à ce truc-là, hein. C'est un sentiment de plénitude. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est un sentiment de plénitude. C'est-à-dire que à ce moment-là, je me disais, quoi que t'aies vécu dans ta vie, peu importe par quoi t'es passé, et ben ça valait le coup si c'était pour en arriver là, pour cette rencontre-là aujourd'hui, pour ce mélange de notre amour avec Thibaut qui était la personne la plus importante pour moi à ce moment-là. On a mélangé notre amour et on en a fait cette petite fille qui s'appelle Ellie et qui était mais absolument tout. Et ce truc où tu te dis si je dois sacrifier ce bébé ou Thibaut, où tu dis oh mon Dieu, mais comment j'ai pu à un moment donné dans ma vie penser un truc pareil, ça s'était balayé et c'est pour ça que tout le reste, l'accouchement, les violences obstétricales, l'invasivité des gestes qui étaient pratiqués à ce moment-là. Parce que moi, j'avais le regard rivé dans le regard de ma fille à ce moment-là. C'était rien. J'avais ma fille sur moi, je l'aimais et j'étais là, je demandais à tout le monde, c'est moi ou elle est vraiment très très belle? Parce que je pense vraiment qu'elle est absolument magnifique. Mais je sais pas si c'est mon regard de maman et tout ça. Et vraiment, je peux le dire, elle était absolument magnifique dès la naissance. En plus, elle arrivait toute propre et tout. C'était le bébé,
tu sais, les bébés de film. Tu sais, où ils naissent, ils sont propres. Ils ont rien sur eux. Elle était parfaite. Et puis, j'avais mon Thibaut à côté qui était, enfin, il était tout de suite investi. Tu sentais que lui aussi, il avait été frappé par ce truc-là. Et je m'étais dit, voilà, c'est bon, on est vraiment embarqués tous les deux dans cette aventure. Et je vois comme il est déjà investi comme moi dans cet amour et dans ce truc inconditionnel. Et c'était un moment, mais qui dépasse tout, quoi. Alors c'est vrai qu'après avec Ellie, on est rentré à la maison et puis je sais qu'on a passé beaucoup de temps au début à la regarder quoi. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes parents qui doivent faire ça, mais très stressés et puis je pense qu'on était aussi à se dire bon bah il y a un protocole de bébé à suivre et puis bah on va le suivre en fait parce que apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Ça le moindre pleur ou les choses comme ça à toujours se demander ou imaginer le pire sans être parce qu'on sait pas, le moindre pleur nous effraie, température un peu haute, on se dit est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital. Je me rappelle un peu de ça et après mais en parallèle beaucoup de fierté aussi à accueillir les proches pour qu'ils la rencontrent, la présenter, ça c'était un vrai bonheur aussi. Là par contre on a eu le temps de se rattraper sur les photos, hein. Il y a plein de photos d'elle toute petite. J'avais un postpartum qui était que dans la joie, mais la joie d'une intensité telle que j'en pleurais. Et c'est-à-dire que je pleurais tout le temps parce que je trouvais qu'elle grandissait trop vite. Et chaque minute qui passait, je me disais, c'est une minute de plus dans sa vie qui est passée trop vite. Et ça me bouleversait, ce truc-là, où je me disais, oh mon Dieu, tout passe tellement vite. Elle a déjà un jour plus 1 heure, et puis 2 jours plus 3 heures et compagnie. Et voilà, ce truc où tu te plonges dans le visage de ton bébé et que les heures deviennent des secondes et que tout prend un sens qui est très effrayant aussi parce que tu te dis, ok, maintenant, il va falloir vivre aussi pour elle. C'est-à-dire qu'il va falloir que je donne du sens à absolument tout ce que je fais parce que je veux qu'elle soit fière de la maman que je suis, je veux lui apporter le meilleur. Et là, vient l'ère de mes débuts de maman à me mettre une pression folle pour être la moins traumatisante possible, hein. Vraiment, c'était un peu trop au début. C'était très beau et en même temps enfin beaucoup de peur. Moi, j'avais très peur de la mort subite du nourrisson. Quand j'avais 13 ans, j'ai le fils d'amis de la famille qui est décédé en fait de la mort subite du nourrisson. Ah Et ouais. moi, ça m'a complètement traumatisée. Alors vraiment, ce truc-là, que la vie d'un bébé s'arrête comme ça, sans explication. C'était, tu sais, c'est comme, tu sais, les ruptures d'anévrisme et tout ça. Moi, c'est un truc qui me tétanise. Et du coup, je ne pouvais pas être loin d'elle. Je devais tout le temps l'avoir à côté de moi pour vérifier qu'elle respire et tout. Mais c'était trop. C'était trop parce que du coup, je me réveillais en sursaut la nuit. Je dormais des tranches de 20 minutes pour vérifier tout le temps qu'elle respirait. Et ça a été trop parce que du coup, je pense que, mine de rien, je lui ai transmis ma peur. Je lâchais pas prise et elle lâchait pas prise. Ce qui fait qu'on est parti dès le départ sur bercer un bébé de 8h à 1h du matin en non-stop. On faisait des allers-retours dans le couloir. Donc voilà, ça a été à la fois très beau, plein d'amour et en même temps des peurs irrationnelles. Tu sais, ces trucs-là, je sais plus comment ça s'appelle, où tu imagines des trucs horribles, où tu Les imagines phobies ton bébé, d'impulsion. les phobies d'impulsion, où tu montes les escaliers avec ton bébé dans les bras et tu te dis, mais là, si je le lâche et qu'il s'éclate en bas des escaliers, ou s'il tombe de la table à langer, enfin, des trucs, tu te dis, mais mon Dieu, mais pourquoi je suis en train de penser un truc comme ça? Et t'es dans ton salon et t'as couché ton bébé. Et puis là, dans ce coup, tu te persuades qu'il est mort dans son lit, quoi. Et du coup, tu te lèves. Et moi, je me rappelle que quand je vérifiais qu'elle respirait, j'avais un sentiment de soulagement, mais qui était, alors qu'elle allait bien, quoi. Et dès que je constatais qu'elle respirait encore, c'était comme si, enfin, on m'avait donné un répit supplémentaire et que c'était presque sûr que ça pouvait pas bien se passer, quoi, tu vois. C'était très intense, ouais. Mais à quel moment tu t'es peut-être aperçu que là, voilà, votre vie avait changé, quoi? Bah ça, c'est tout bête, hein, mais je pense que un des marqueurs, bah ça prend du temps, on le sait. Avec un bébé, ça prend du temps. Donc avoir moins de temps pour des activités personnelles ou de disponibilité, enfin peu importe, on s'y attend. Que ça nous prenne tout notre temps et une bonne partie de notre énergie, il y a une phase d'adaptation quand même. Et là où Ellie, elle a eu très rapidement, c'était le lâcher prise pour le sommeil, qui était pas forcément simple. Elle dormait très bien, mais elle s'endormait très tard.
Donc c'était souvent minuit passé, quoi. Donc je me rappelle avoir arpenté le couloir de notre appart de nombreuses fois. Et c'est vrai que sur les premières semaines, mois, ce qui n'était pas forcément... Enfin, là où on se dit ce que ça implique, on va dire, c'était sur le côté les soirées libres à deux, en fait. En fait, avoir un temps à deux pour se retrouver. Ça, on n'a pas eu tout de suite. Et ça, je trouve que c'était difficile. Parce qu'on avait que le côté, enfin, la journée, le boulot, et puis le soir, le relais, etc. Et quand elle s'endormait enfin, on n'avait pas de temps de décompression à deux. Et ça, je trouve que c'était peut-être le plus le côté où, en effet, on a un bébé, quoi. Ça demande du boulot. Et c'est dur de se dire quand est-ce qu'on va retrouver le couple là-dedans. On se rend compte assez rapidement que tout n'est que phase et que en fait ça devient pas ton présent de devoir te promener 1 heure ou 2 dans l'appartement avec un bébé, quoi. Donc on relativise assez rapidement et au fur et à mesure tout se met en place. Mais je me rappelle comme en plus on était les premiers à avoir un bébé dans nos groupes d'amis. Il y avait, sans dire des décalages, parce que ça a toujours été très adaptable, on a toujours réussi à continuer même notre vie sociale comme avant avec Ellie. Donc ça a toujours été vraiment très facilitant, très agréable. Mais un truc tout bête, c'était à l'époque de la hype de Game of Thrones. Ouais. L'épisode sortait, le soir même, tout le monde l'avait vu. Et oui, et pas toi. Nous, et pas toi. Donc les copains au boulot, et le lendemain, j'avais l'impression des fois de devoir éviter les spoils, mais tout le temps. Ouais, je comprends. Et en fait, oui, on avait du mal, en fait, tout bêtement, à se retrouver un repas, une série, un truc tout simple, quoi, de canapé. Voilà, les premiers temps. Mais tout en étant récompensé par une multitude de moments de bonheur avec Ellie, quoi. T'es déjà très éveillée, très souriante, et ça, c'est vrai il y a aussi beaucoup de plaisir, quoi, dans ces premiers temps. Donc à ce moment-là, si je comprends bien, parce que tu parles de boulot, donc tu travaillais, c'est ça? Ouais. Et tu avais pu prendre ton congé paternité? Bon, ça s'était bien goupillé, mais en plus, c'était un nouveau boulot. Enfin, j'avais changé un peu avant l'accouchement. Ça faisait peut-être, en tout cas, moins de 2 mois que j'avais pris mon poste au moment où elle est arrivée. Mais j'ai réussi à enchaîner. Euh, En tout, j'ai réussi à avoir 1 mois entre Ouais. le congé paternité et puis voilà des vacances anticipées par-ci par-là, 1 mois complet, ce qui est quand même très très court. On passe notre temps à comparer aussi et le modèle suédois. À chaque fois, elle me dit mais quel bon sens, c'est génial hein, de pouvoir, enfin, en l'occurrence prendre 6 mois ou en tout cas partager 6 mois chacun et que tous les papas le fassent et qu'il y ait une forme de paternité solidaire, d'expérience de jeunes papas commune au sein de la société. Alors que là, c'est presque, on te regarde avec des gros yeux si tu prends plus des 15 jours autorisés. Bon, même si ça a tendance à évoluer, hein, pas assez Mais quand rapidement même. quand même. Hein. Dans les grandes lignes, j'ai l'impression de m'être épanoui au fur et à mesure dans ce nouveau rôle-là, mais c'est vrai que c'est très difficile enfin, c'est continu en fait. C'est comme un apprentissage continu et c'est dur de voir se voir soi-même évoluer dans la paternité. Ça me marque. Enfin, en tout cas, je vois clairement la différence avec l'arrivée du deuxième, où genre l'approche est totalement différente. En tout cas, moi. Pour Ellie, oui, c'était des phases, mais enfin les phases de l'enfant, et elle a toujours été une petite fille très éveillée, très énergique et très souriante. Donc ça a toujours été très agréable, rarement malade aussi. Donc à part des phases compliquées que passent par tous les enfants, enfin elle, ça a été l'endormissement jusqu'à assez tard, et, ou alors problème de digestion, enfin voilà, avec des pleurs difficiles parfois à gérer. Les dents, pas trop, mais voilà, après c'est les phases classiques. J'avais l'impression qu'on prenait aussi en confiance et aussi avec notre prise de conscience sur comment on veut être parent. Mmh. En fait, notre empuissantement en tant que parent, plutôt que de se contenter de reproduire un schéma, on rapidement, plutôt impulsé par des questions qu'on se posait et des recherches qu'on faisait, Fanny en tête, mais je suivais derrière, j'étais quand même curieux de tout, de remettre en question. Et je pense que l'arrivée d'Ellie, le fait d'être père, ça m'a aussi fait grandir en tant que moi,
dans le sens où ça fait remettre tout en perspective. Hein. Elle nous a appris à devenir parents. Elle nous a appris, enfin vraiment pour le coup, avec Thibaut, on s'est construit vraiment autour de cette parentalité parce que on n'a pas appris à devenir que parents, on a appris à devenir aussi un couple parent. On a appris à devenir des adultes à part entière, certes parents, mais tu sais, l'arrivée d'un enfant dans ma vie, ça a été aussi l'occasion en fait de me replonger dans mon enfance, dans mes ressentis. On parle, tu sais, beaucoup d'éducation bienveillante. Hein, j'en suis une des porte-parole avec ferveur parce que j'y crois dur. Mais pour moi, la bienveillance, elle est envers les enfants et envers les parents. Et pour moi, ça a été vraiment la découverte du respect de mon enfant, mais de moi-même aussi. J'ai appris vraiment à m'écouter, à prendre soin de moi. C'est Ellie qui m'a poussée à faire une thérapie parce que pour moi, c'était hors de question que je lui accroche mes propres boulets aux pieds. Enfin, ça a été salvateur. Elle m'a fait gagner tellement de temps. C'est elle qui m'a fait devenir illustratrice aussi parce que j'avais tellement besoin de passer du temps avec elle que c'était pas possible pour moi de reprendre un boulot où je serais séparée à ces 2 mois et demi. J'ai eu la chance, c'est un privilège de pouvoir le faire et j'ai toujours beaucoup de pensées pour ces parents qui doivent reprendre le travail à un moment où ils sont pas prêts à laisser leur tout petit. Voilà, on est passé par des phases avec Thibaut. C'était très bien de l'avoir parce que on est très très différents et il m'a appris à calmer un petit peu mes tempêtes de peur. J'avais des trucs, je lui demandais des trucs irrationnels. Il rentrait du boulot, lui il a repris le travail. À l'époque c'était, tu sais, 11 jours de congé. Ouais. Il a repris le travail très tôt et il rentrait du travail, il avait besoin de se poser et moi, j'avais besoin de lui donner le bébé pour ne serait-ce que prendre une douche et je ne supportais pas par exemple, qu'il joue à la Play pendant qu'Ellie était à côté. Je voulais qu'il la regarde, je voulais qu'il interagisse avec elle et ça me mettait dans des états j'en pleurais, tu vois. Je me rappelle, j'étais dans la cuisine, je cuisinais et je regardais Ellie qui était tu sais, genre sur son tapis, qui jouait, qui gazouillait. Le fait que lui, il la regarde pas, ça me bouleversait parce que je me revoyais moi petite en fait. Je me disais, moi j'aurais voulu que mes parents ils fassent attention à moi, mais je projetais des trucs qu'il n'y avait pas à projeter parce que Thibaut s'occupait extrêmement bien de sa fille et lui il était beaucoup plus mesuré que moi. C'est-à-dire que moi j'en faisais trop à cette époque-là. Je me dévouais trop à ma fille et ensuite j'ai trouvé l'équilibre. Et lui, il m'a permis de le trouver, cet équilibre, en ajustant un petit peu aussi mes besoins. Et puis, je pense que moi, je lui ai fait découvrir peut-être d'autres choses, enfin, un peu de lecture au sujet de l'éducation, et puis, outre les lectures, des écoutes de podcasts, par exemple. mais voilà, j'aimais bien partager avec lui mes découvertes sur et apparemment ça serait bien qu'on la laisse pas pleurer et tout ça parce que quand même enfin c'était pas apparemment faut pas qu'on la laisse pleurer, c'était tu sais mon chéri, ce qu'on fait, ce que notre instinct il nous dicte, et ben apparemment c'est pas une mauvaise chose et on validait en fait des trucs qui nous paraissaient évidents. On les validait au fur et à mesure de lecture ou d'écoute ou de constat en fait qu'Ellie elle allait bien en fait avec ce qu'on lui apportait et voilà ça a été enfin moi Ellie je lui dédierai à jamais tous les ouvrages que je pourrais créer autour de la parentalité parce que c'est grâce à elle que je me suis ouverte à tout ça et que du coup les choses ont pu aller mieux aussi dans ma tête quoi. Et c'est vrai que tout de suite, le côté boulot ou des attentes de la société ou l'enfant il doit être comme ça, on a déconstruit beaucoup de choses. Bah en fait tout ce qu'on faisait avait un impact positif, en tout cas par rapport à ce que nous on mettait en place. Finalement c'était à chaque fois soit on voyait que ça avait un effet positif sur elle, soit on voyait que nous on le vivait mieux ou que c'était plus facile, que c'était pas contre nature et que en fait on trouvait nos marques. Et ça c'était, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, surtout que en parallèle, je pense c'est une phase où moi j'ai beaucoup évolué, je pense avec le recul, autant dans ma déconstruction de d'homme que prise de conscience écologique par rapport, bah là on pense au monde de demain, mais on pense pas au monde de demain de soi, on pense au monde de demain qu'on va laisser aux enfants. Et ça a été un gros pivot, moi, dans ma vie et dans le sens des priorités. Et en fait, tout s'est fait ensemble, quoi. Genre, quelle société on est et quelle société on sera demain, le monde de demain, la planète, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, du coup, les valeurs éducatives, les principes éducatifs, toutes ces choses-là, qui ont évolué en même temps que Ellie grandissait et qu'on voyait que ce qu'on appliquait
était, en tout cas, nous correspondait et lui apportait quelque chose, quoi. Et au niveau de ton rôle de père, est-ce que tu t'es retrouvé face à ce qu'on peut régulièrement ressentir dans notre société, c'est-à-dire avec ce sujet de père, figure d'autorité, garant de l'obéissance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a percuté, peut-être juste par moment? Est-ce que tu as retrouvé, est-ce que tu t'es retrouvé en difficulté des fois face à ton enfant, clairement dans le sujet de la violence éducative, quoi? Pas trop personnellement, parce que déjà, je pense que déjà, même avant même d'avoir des enfants, même c'est mon côté, un peu mon côté rebelle, mais déjà le principe de mode d'obéissance, il m'énerve. Donc ça m'énervait déjà Ouais, quand voilà, moi, j'étais si on enfant. si on laisse Donc les il y hippies avait faire des gosses, c'est pas la peine. bah, ouais, écoute. Non, mais c'est vrai que déjà, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que tous les choses que moi, j'avais, vécues petit et dont je me souvenais, qui soit où je ressentais, de l'injustice ou de la colère, et quel type de enfin de contexte, de remarques, ou de choses comme ça, me mettait dans un état, je me rappelle encore, quoi. M'étais dit déjà d'office, ça, j'essaie de pas le reproduire, quoi. Et Mmh. après, il y a beaucoup de choses qui se sont construites autour de ça, ou dans l'apprentissage de beaucoup de choses de l'éducation bienveillante. Enfin, après, les termes, on peut mettre, enfin voilà, on peut digresser longtemps sur tout ça, mais non. Après, par contre, sur le truc, enfin sur le terme d'autorité, malgré tout, on a une forme d'autorité en tant que parent, et moi je l'ai toujours vu, plutôt qu'une autorité, une responsabilité, de bien-être de l'enfant, en tout cas qu'il évite de se mettre en danger. C'est vrai Mmh. que un comportement dangereux, ça pouvait faire ressortir, je pense que c'est les premières fois où ma voix de papa est sortie, quoi. Je me dis: «Putain, mais j'ai une voix de papa, en fait». Tu sais, cette fameuse, le moment où, même l'enfant, il comprend que là, tu rigoles pas, en fait. Ouais. Et tu dis: «Ah, mais je suis capable d'avoir cette autorité, en fait». Parce que j'ai jamais eu une attitude ou un caractère à vouloir m'imposer, que ce soit, professionnel, amicalement ou autre. J'aime bien le débat, j'aime bien m'énerver, mais vraiment, imposer quelque chose, je l'avais jamais fait avant de, me dire: «Non, ça, c'est pas possible. Ça, là, tu te mets en danger, ou c'est trop dangereux», ou peu importe. Mais c'est venu plutôt de ça, D'accord. la voix de papa. Qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi, si tu pouvais, revenir, des quelques années en arrière, tu vois, quelques mois avant la naissance d'Ellie? Tu vas être papa, très, très bientôt de manière physique et très concrète. Qu'est-ce que tu aimerais te dire? T'inquiète, tout va bien se passer. Fais-toi confiance, écoute-toi. Ouais, ouais, je pense que ça serait vraiment un message dans, trouve toi-même. Enfin voilà, fais-toi confiance et écoute-toi, ouais. Bah, j'aurais envie de me dire que tout va bien se passer. Non, j'aurais envie de me dire il faut pas que je sois pressée, que je vais devenir la mère vers laquelle je tends, et que la relation avec Ellie, elle va être absolument incroyable, et que je me laisse aussi surprendre par cette petite fille, parce que en fait, quand ils grandissent et qu'ils peuvent nous exprimer en fait leurs besoins et tout ça, et ben ça fait que prouver que tant qu'on y met de la bonne intention, et ben on fait bien en fait, et qu'on a droit à l'erreur aussi, parce que ça c'était un peu le problème. Alors Fanny, si tu m'écoutes, tu as le droit à l'erreur, et tant que tu sais t'excuser et te réajuster, ça fera toujours de toi une très bonne maman. Est-ce que tu penses que tu t'écouterais? Ah, c'est chaud, parce que déjà, si je reviens du futur, j'aurais beaucoup de mal à me croire. Je me dirais, meuf, tu t'es un peu laissé aller quand même. Je pensais qu'on allait les perdre, les kilos de grossesse. Mais je sais pas, tu vois, parce que c'est très difficile. Tu sais, quand t'as des gens qui te disent t'inquiète, c'est bien, ou t'inquiète, ça va aller et tout, t'as toujours l'impression que t'es dans ta vérité à toi, et que ce que tu vois à ce moment-là précisément, genre mais non, ça va pas du tout, je m'en rends bien compte, et puis là, ce bébé il pleure, ça n'ira jamais, tu sais. T'es persuadé que ton bébé ne lâchera jamais prise pour dormir, qu'il va dormir avec toi pour toujours, parce que apparemment tu l'as habitué. Et puis en fait, ce truc de tout passe, il faut avoir l'expérience d'un premier enfant pour appréhender l'arrivée d'un deuxième, en ayant la conviction qu'effectivement tout passe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt!